Donc, je suis Simone Matulin-Pellissier. Je vous ai vu pour certains d'entre vous. Je suis la directrice de l'ISPED. Je représente aujourd'hui, à moins qu'il y ait quelqu'un qui arrive du département de santé publique ou du centre INSERM, ou Antoine Parientou, ou Rodolphe Thiebaud. Donc, je représente l'ensemble de nos structures de santé publique qui propose chaque année, ou Hélène Jacquemin, mais non, je crois qu'elle n'est peut-être pas là, Hélène, qui essaie de faire des séminaires et de vous proposer des thématiques chaque année nouvelles. Et on va innover cette année. On a ciblé 5 séminaires, 5 dates, avec les enseignants-chercheurs. Alors, il y a peut-être quelques enseignants-chercheurs au milieu de vous, les personnels d'ISPED, mais surtout les Master 1, le Master 1 en présentiel et l'ensemble des parcours de Master 2 qui sont rentrés. Bien sûr, on n'oublie pas les étudiants à distance, avec l'accord du conférencier, c'est enregistré. Donc voilà, donc cette première date, je remercie Fiona Gédéon Hachi qui a accepté d'innover et de vous présenter une thématique qu'elle a à cœur de présenter, parce que c'est elle qui a choisi sa thématique. Et je vais vous la présenter en quelques mots. Alors pour certains, comme il y a des étudiants, vous l'avez vu, mais on ne sait jamais. Fiona, elle est maîtresse de conférences à l'ISPED et au centre INSERM depuis l'année dernière. Elle est dans l'université de Bordeaux. Auparavant, elle a enseigné dans plusieurs universités, au Canada, en Turquie, au Maroc. Et ses travaux portent sur l'anthropologie du développement de la santé. Fiona, elle est titulaire d'un doctorat en anthropologie de l'université de McGill au Canada et d'un master en sciences sociales qu'elle avait fait auparavant à l'université de Chicago. Donc nous, on est très contents de l'avoir recrutée et qu'elle ait postulé. Voilà, elle est toute mêlée. Vous la rencontrez dans les enseignements en M1 et aussi en M2 PROMS, promotion de la santé. Et elle est associée à l'équipe phare dans le centre, qui est une équipe autour des inégalités sociales de santé. Elle va présenter son sujet pendant une trentaine de minutes et puis vous pourrez poser vos questions. J'espère qu'il y en aura et on la remercie encore. Merci Fiona. Merci. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Je suis contente d'avoir l'occasion de vous présenter donc mon projet de recherche qui s'intitule Comment le cœur ne se salit pas. Quand le cœur ne se salit pas, comment les femmes et leurs familles vivent l'expérience de la garde d'enfants à Ouagadougou au Burkina Faso. Et c'est un projet de recherche que j'ai mené en collaboration avec des chercheuses du Gender Innovation Lab qui est associé à la Banque mondiale et aussi avec des chercheuses basées à Ouagadougou au Burkina Faso, notamment à l'Institut Institut supérieur des sciences de la population. Donc, ce projet de recherche que je vais vous présenter, c'est le résultat d'une longue enquête qualitative qui a eu lieu en 2023 et 2022-2023 sur 14 mois, et je vais vous détailler ensuite les méthodes de recherche, et qui s'intéressait à comprendre comment les femmes au Burkina Faso naviguent la double responsabilité qui leur incombe de devoir travailler et s'occuper de leurs enfants. Donc on s'intéressait à répondre à cette question spécifiquement pour des femmes qui vivent dans des quartiers informels et à faible revenu, donc des ménages et des familles dont les revenus sont faibles. Et on s'intéressait spécifiquement à comprendre comment ces ménages utilisent des crèches. Donc, pour illustrer un petit peu les enjeux et mon projet de recherche, je voudrais commencer par vous parler de Thalys, qui est une femme qu'on a rencontrée dans le cadre de notre recherche en 2022. Donc Thalys, elle exerce comme activité professionnelle le tricot. Elle a 47 ans. Elle vit dans un quartier informel, donc ce qu'on appelle au Burkina Faso une zone non lotie. Donc ce sont des endroits où parfois les personnes n'ont pas accès à des titres de propriété. Les structures peuvent être dans différentes formes d'habitat. Et puis souvent, ces endroits ne sont pas connectés à tout un tas de réseaux d'infrastructures, d'accès à l'eau, à l'électricité, etc. Donc elle vit là avec son mari et ses 4 enfants. Et jusqu'en 2018, Thalys, elle vendait du riz avec son mari à
à la gare routière de Ouagadougou. Et puis, suite à la relocalisation de la gare, elle a en fait perdu cet emploi-là, elle a perdu ses clients. Et c'est comme ça qu'en 2020, elle a commencé à apprendre et à pratiquer le tricot pour soutenir sa famille, notamment dans un contexte où son mari était malade et ne pouvait plus travailler. Aujourd'hui, son mari a repris une activité, il est ferrailleur, donc il construit des structures en métal, mais ils ont tous les deux un revenu qui est très bas et très volatile, c'est-à-dire qu'il est irrégulier et qu'ils ne savent pas toujours ce qu'ils gagneront à la fin du mois. Donc tout ça, c'est ce qu'elle nous a raconté, c'est ce qu'elle nous a raconté pendant nos observations, nos entretiens. Thalys, elle travaille depuis sa maison en s'occupant de sa plus jeune fille qui a 5 ans, et pendant nos rencontres avec elle, elle nous parlait souvent, elle revenait souvent sur la difficulté qu'il y a à travailler et de s'occuper d'un enfant, même en travaillant de la maison. On a pu voir, mais elle nous a raconté aussi comment, par exemple, elle devait constamment interrompre son travail pour s'occuper de sa fille qui, par exemple, se disputait avec l'enfant du voisin et de la voisine, et comment elle devait interrompre son travail, ramener son enfant, l'autre enfant chez la voisine, ou comment parfois elle devait se déplacer elle pour éviter les interruptions des enfants ou le fait que les enfants les dérangent pendant qu'elle travaille. Et puis elle nous a aussi fait part d'un incident qui lui est arrivé une fois où son enfant avait 3 ans et il jouait avec un enfant du voisinage. Et puis au bout d'un moment, Thalys, elle s'est rendue compte, elle a pris une pause et puis elle s'est rendue compte que son enfant n'était plus là et que l'enfant du voisin n'était plus là non plus. Et puis ils ont cherché et ils n'ont pas trouvé. Donc au bout d'un moment, ils ont dû faire appel à un service qui s'appelle les créeurs publics. Donc c'est des personnes qu'on engage pour aller faire passer une annonce au sein de la ville. Et donc cette personne a fait passer l'annonce de la perte de ses enfants. Et à la fin de la journée, ils les ont trouvés, mais 3 kilomètres plus loin, 3 kilomètres de distance de leur domicile. Et donc voilà, suite à cet incident, Thalys voulait inscrire son enfant à la crèche pour éviter ce genre d'incident qui touche à sa sécurité. Mais malgré son intention, quand on l'a revue ensuite, elle nous a expliqué qu'elle n'avait pas pu inscrire son enfant à la crèche parce qu'elle avait dû utiliser l'argent qui aurait pu être dédié à la crèche pour payer les frais de scolarité d'un de ses enfants les plus âgés qui n'avait pas réussi son épreuve du brevet, qui n'avait donc pas pu être accepté dans une école publique et qui devait donc être redirigé vers une école privée. Donc si j'ouvre avec ça, c'est parce que je pense que l'exemple de Thalys, il illustre bien les difficultés qu'ont les mères au Burkina Faso de concilier les différentes responsabilités et les exigences multiples qu'elles ont, et de le faire en particulier avec des moyens financiers limités. Donc ça, je pense que vous avez entendu parler, la pandémie... mais c'est hyper fort. Moi, en fait, je pense que je suis obligée de parler avec le micro pour l'enregistrement. Donc, sinon, je fais comme ça. C'est mieux ? Ok. Sinon, moi, c'est bon. La pandémie du Covid-19 a mis en lumière et a beaucoup médiatisé, on en a beaucoup entendu parler, du fait que une part disproportionnée de la garde d'enfants et des tâches domestiques incombe aux femmes. Et dans ce cadre-là, dans toute cette médiatisation-là, les acteurs de développement et tous les acteurs aussi internationaux ou nationaux impliqués dans des questions de santé mondiale ont commencé à parler de ce qui s'appelle en anglais Global Child Care Crisis, donc cette idée qu'il y a une Global Child Care Crisis pour les enfants de 0 à 5 ans et que le manque d'accès à des services de garde d'enfants abordables et aussi fiables a des impacts vraiment très significatifs, très importants sur le bien-être des femmes, de leurs enfants et de leurs familles. Donc cette prise de conscience, en tout cas cette mobilisation, si on veut, cette forme de... trouve ses sources dans le fait qu'il y a toute une littérature qui, depuis maintenant quand même un certain moment, documente les conséquences néfastes de travailler et de s'occuper simultanément des enfants, surtout en Afrique subsaharienne et dans d'autres pays du Sud. Et aussi une littérature qui met l'emphase sur le fait que, contrairement à ce qu'on peut avoir tendance à véhiculer, cette image de famille très élargie en Afrique subsaharienne ou dans d'autres pays qui appuient énormément la garde d'enfants, en fait, on se rend compte que dans les zones urbaines en particulier, il y a un rôle très limité de la famille et des voisins dans la garde d'enfants, notamment parce que dans les zones urbaines, il y a beaucoup de familles qui ont migré et qui, donc, ont laissé leur réseau social et familial derrière eux.
Donc, dans ces contextes-là, et en Afrique subsaharienne et en Afrique de l'Ouest où on travaille, l'accès à des services de garde d'enfants de qualité est quelque chose qui est limité aux catégories de population à haut revenu. Okay, c'est quelque chose qui est documenté. Et en même temps, la littérature ou les chercheurs qui travaillent sur ces sujets nous montrent que, en fait, même parmi les ménages ayant de faibles revenus à travers différents pays d'Afrique, il y a plutôt des perceptions favorables pour l'utilisation des crèches. Et il y a aussi une littérature issue plutôt du côté de l'économie qui a fait des évaluations d'impact qui ont tendance à montrer plutôt des impacts positifs des crèches sur à la fois l'emploi des femmes et sur les résultats scolaires des enfants. Donc nous, ce que notre recherche a mis en lumière, c'est un peu une synthèse des deux points que je vais détailler au fur et à mesure de cette présentation, sont les suivants. C'est que le manque de services de crèche accessibles et institutionnalisés est particulièrement important pour les femmes des milieux urbains à faible revenu, surtout dans les pays du Sud, pour les raisons suivantes. Elles ne peuvent pas s'arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants, puisqu'elles sont dans des conditions de précarité financière très importantes. Elles ne peuvent pas accéder à d'autres modalités de garde pour les mêmes raisons. Elles sont souvent les seules responsables de la prise en charge de leurs jeunes enfants, surtout entre l'âge de 0 et 5 ans. Elles disposent d'un soutien limité de leur entourage, comme je viens de le dire, et elles doivent travailler dans des conditions dangereuses, et on y reviendra, pour elles et leurs enfants. Enfin, souvent, elles doivent travailler. Et la seconde chose, c'est que du coup, ce qu'on essaye de faire avec cette recherche, ce que nos résultats nous montrent et qui mettent en lumière, c'est que du coup, pour comprendre en fait la réalité de ces femmes et ce qu'elles vivent, on ne peut pas simplement parler des avantages perçus des crèches, dire en fait les crèches si on offre accès à des crèches, voilà les avantages que vont percevoir les utilisateurs de crèches, mais il faut vraiment documenter les conséquences matérielles et émotionnelles pour ces femmes et ces familles qui sont significatives de ce manque d'accessibilité-là. Okay, donc c'est une nuance qui est importante et j'y reviendrai dessus. Donc pour vous donner quelques mots sur le contexte de recherche, cette recherche elle se passe au Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'est un pays enclavé au Sahel, en Afrique de l'Ouest, et qui, comme vous le savez peut-être, a connu une instabilité croissante au cours des 5 dernières années, avec 2 coups d'État successifs en janvier et en septembre 2022. Désolé, il y a des erreurs de français. Une guerre civile qui prolongée, qui protractée, qui continue, et une montée du terrorisme, qui est liée à la montée du terrorisme, et une économie qui s'est effondrée dans les dernières années, avec des impacts très importants pour la population. C'est aussi le Burkina Faso, et ça c'est important de le mentionner, c'est un pays où la contribution des femmes à l'économie est essentielle, puisque les données nous suggèrent que près de 50% de la population active sont des femmes, donc ça veut dire que 58% des femmes de plus de 15 ans au Burkina Faso travaillent. À la fois, les congés de maternité est une prérogative ou un droit dont peuvent bénéficier uniquement les femmes salariées qui travaillent dans le secteur formel. Or, la majeure partie des personnes au Burkina Faso travaillent dans des métiers informels, non régulés par des contrats formels. Et donc, les estimations indiquent que moins de 5% des enfants fréquentent des structures d'accueil et d'éducation de la petite enfance, c'est-à-dire entre 0 et 5 ans avant d'atteindre le primaire. Et donc, comme je l'ai dit, les services de garde d'enfants sont surtout réservés à la classe supérieure, qu'on puisse parler de crèche, mais aussi de nounous, aides ménagères. Ce qui veut dire que de nombreuses, une très importante partie de la population travaillent et s'occupent de leurs enfants simultanément. Donc pour vous donner plus de contexte sur notre terrain de recherche, on a travaillé en fait dans 4 quartiers de Ouagadougou où des crèches avaient été créées en novembre 2019. Et elles avaient été créées dans le cadre d'un projet gouvernemental de travaux publics. En fait, ce projet, c'était un programme financé par la Banque mondiale dans son portfolio de protection sociale, et c'était un programme qui recrute des femmes et des hommes issus de milieux plutôt défavorisés économiquement, et qui leur fournit accès à un travail pour une durée limitée, là c'était 6 mois, pour faire des travaux de voirie, réparer, par exemple nettoyer les rues, etc. Et donc les différentes parties prenantes au projet se sont rendues compte rapidement que cette question de la garde d'enfants était un frein à la participation de ces femmes dans ce programme de travaux publics. Et donc, ils ont eu l'idée de mettre en place ce qu'ils ont appelé des crèches mobiles pour faciliter cette participation. Et donc, c'était des crèches qui se déplaçaient chaque jour en fonction du lieu de travail des femmes. Depuis mars 2020, ces crèches se sont sédentarisées. Elles sont donc accessibles à la population générale et elles continuent à être utilisées de façon importante par des femmes vivant dans des quartiers informels, mais pas que.
Pour vous donner un peu plus d'informations, ces structures de crèche, le taux d'inscription peut varier entre 21 et 115 enfants. Elles accueillent des enfants de 0 à 5 ans, mais il y a souvent, on a trouvé peu d'enfants de moins d'1 an. Souvent, ce sont ces enfants-là. Vous m'entendez? Bon. Ça a repris. Ce sont souvent des enfants des assistantes maternelles qui elles-mêmes travaillent dans ces crèches et amènent leurs enfants avec eux, ou de femmes salariées, puisqu'elles ont un congé de maternité que de 14 semaines qui leur demande de revenir au travail ensuite. Donc, en moyenne, il y a 9 assistantes maternelles par crèche et on peut être inscrit à la demi-journée ou à la journée entière. Pour vous donner une idée des frais d'inscription, ils représentent environ 7,7 € par mois, mais on verra que pour des familles ou des femmes qui gagnent entre 30 et 45 € par mois, ça représente une part importante de leurs revenus. Ces frais peuvent être moins chers pour les femmes qui ont participé au programme de travaux publics. Et surtout, c'est important de souligner que ces frais d'inscription sont beaucoup moins chers que les crèches privées, qui peuvent être 2, 3 à 4 fois plus chers. C'est équivalent à payer un accès à l'école maternelle publique, puisque à partir de 3 ans, vous pouvez aller à l'école maternelle publique au Burkina Faso, mais elle n'est pas gratuite. L'école devient gratuite uniquement à partir de la primaire. Okay. Et c'est important de mentionner que, comme je l'ai déjà dit, il y a très peu d'écoles maternelles publiques au Burkina Faso. Donc nos questions de recherche, pour peut-être les préciser un petit peu, ce que nous on s'est intéressé à comprendre, c'est comment ces femmes vivant dans des quartiers informels à Ouagadougou gèrent-elles les exigences quotidiennes liées à la garde des enfants et au travail. Dans ce contexte, comment elles vivent l'accès récent à des crèches relativement abordables, bien que payantes quand même, et quelles sont les implications de leur choix en matière de garde d'enfants pour leur bien-être et celui de leurs enfants. Donc ça, c'est quelques images pour vous donner un peu une idée du contexte. Donc ça, c'est une image d'une des crèches qui est inclue dans notre travail. Là, une cour d'une des crèches. Ici, la structure d'une des crèches. Voilà un peu la cour de récréation, les structures avec lesquelles les enfants peuvent jouer. Des assistantes maternelles. Une autre crèche où les enfants se réunissent le matin, une pause, une crèche, une cour d'école où les enfants prennent une pause, et puis une cuisine où les assistantes maternelles préparent les repas. Donc notre enquête de terrain qualitative, elle a inclus 2 phases de collecte de données. Une première phase entre octobre à mai 2022. Et là, on a fait 16 études de cas avec 4 types de femmes. Donc on a inclus dans notre collecte de données des femmes qui ont travaillé dans le programme de travaux publics et qui utilisent encore des crèches, des femmes qui ont travaillé mais ne les utilisent plus, des femmes qui ont travaillé dans le programme de travaux publics mais qui n'ont jamais utilisé les crèches, et aussi des nouvelles utilisatrices de crèches qui ont commencé à utiliser la crèche après le programme de travaux publics. On a essayé de favoriser des femmes qui ont un enfant de moins de 3 ans parce qu'on s'intéressait à comprendre les choix de garde d'enfants liés à la crèche ou à l'utilisation de garde d'enfants institutionnalisés dans des contextes où ce n'est pas commun de mettre son enfant dans des structures comme ça quand il a moins de 3 ans. Ce n'était pas en pratique toujours évident de les trouver, mais c'est ce qu'on a essayé de faire, de se focaliser en ayant ces femmes-là dans notre échantillon. Donc, qu'est-ce qu'elles ont inclus, ces études de cas? C'était une journée d'observation où on suivait la routine de la mère pour comprendre comment elle articulait ses multiples exigences, suivi d'un entretien semi-directif où on a approfondi pour mieux comprendre sa vie, ses réalités quotidiennes. Et puis, avec 8 de ces femmes, on a fait un entretien avec un membre de l'entourage de la femme. Donc là, ça inclut 4 époux, 2 belles-mères, une belle-sœur et une voisine. Et en plus, dans cette première phase de collecte de données, on a bien sûr visité les crèches. Dans chaque crèche, on a fait un entretien avec une assistante maternelle. Et puis, on a aussi, dans chacun des arrondissements, recensé les autres structures existantes de crèches. On en a recensé 31 et les a comparées sur différents paramètres, par exemple les frais et les types de services qu'ils offraient. La deuxième phase de collecte de données s'est étendue entre décembre 2022 et juillet 2023. Et elle a consisté à réaliser 56 entretiens semi-directifs. Et là, l'idée, c'était de comparer l'expérience de parents ayant commencé à utiliser les crèches pendant le programme de travaux publics et de parents qui avaient inscrit plus récemment leurs enfants, notamment pour comprendre qu'est-ce qui conditionne dans le temps le fait d'utiliser, de ne plus utiliser, recommencer à utiliser l'accès à la crèche. On a été attentif dans cette deuxième phase de collecte de données à inclure des pères qui ont des différents niveaux d'implication dans la garde d'enfants et dans les
les dépenses ou les tâches du ménage, que ce soit d'un point de vue d'implication quotidienne, financière, matérielle, etc. Mais de façon générale, même dans les ménages où le père avait tendance à être plus impliqué, les mères et les pères mentionnaient toujours le fait que la sécurité économique et la garde d'enfants est un défi quotidien qu'il n'est pas facile pour eux de relever et de remplir. Donc je tiens à préciser que la conceptualisation, la conceptualisation du projet de recherche a été faite en équipe, mais que la collecte de données a été réalisée par deux chercheuses burkinabées, Nathalie Wangrawa et Alice Bambara, dans un mélange de français et maoré. Moi, j'ai réalisé une recherche de terrain en mai 2023 à Ouagadougou. Et c'est aussi Nathalie, assistée par Princesse Kafando, qui a transcrit les entretiens. Et puis, ma collègue et moi, Chloé Lewis, actuellement, on a en fait codé dans un logiciel de façon systématique toutes ces notes de terrain et ces transcriptions, qui représentent 98 fichiers. Et on n'a pas encore fait l'analyse systématique. Donc, on a codé, on a attribué des codes à tout ça, mais on n'a pas encore analysé systématiquement. Donc, voilà, c'est vraiment un travail en process que je vous présente. Voilà. Alors, juste je n'irai pas à travers toutes ces choses-là, parce que je l'ai un peu mentionné. Ce qu'il faut encore relever de l'échantillon, c'est que dans ces femmes, elles ont toutes des revenus très faibles et volatiles. Elles sont près du seuil de la pauvreté absolue, donc de 2 euros, d'un revenu de 2 euros par jour. Mais ce seuil de pauvreté absolue, au final, ça représente quand même 40% des gens qui vivent au Burkina Faso. Donc, c'est une part, encore une fois, importante de la population. Souvent, elles n'ont pas de contrat formel. Elles ont des petits métiers informels, travail indépendant, comme nettoyeuse, tricoteuse, vendeuse de jus, vendeuse de sandwich, etc. Et elles vivent, donc je me dis, dans des quartiers informels. On peut revenir sur cette diapositive peut-être un peu plus tard. Je vais juste regarder à combien de temps j'en suis pour... donc, ce qui est sorti de nos résultats, le principal résultat, c'est que comme pour Thalys, la crèche est mentionnée comme l'option de garde préférée pour les mères et pour une très grande partie des pères. Et ça, c'est pour les mères qui utilisent les crèches, les mères qui ne les utilisent pas et les mères qui souhaiteraient les utiliser. Elle mentionne, et je vais le détailler ensuite, que les crèches les soulagent de tout un tas de stress ou contraintes mentaux, physiques et même financiers. Et qu'elles transforment, et ça c'est important, ce qui est généralement considéré comme un service réservé aux riches, et ça c'est les termes qu'eux emploient, ou aux fonctionnaires, en quelque chose qui devient finalement possible pour eux, au lieu de devoir attendre jusqu'à l'école primaire pour avoir une forme de garde d'enfants. Les femmes et les parents revenaient souvent sur une forme de hiérarchisation des modalités de garde d'enfants, c'est-à-dire c'est mieux de laisser son enfant à une grand-mère plutôt qu'à une nounou, mais c'est mieux de la laisser à une nounou plutôt qu'à un voisin. Et à travers ces différentes formes de hiérarchisation, il faudra que je revienne de façon plus systématique, mais pour l'avoir codé cet été, quand même la crèche revenait souvent comme la garde d'enfants préférée à travers toutes ces différentes modalités. Il y a eu, et c'est important de le mentionner, peut-être un petit bémol, ou en tout cas quelque chose à laquelle il faut faire attention, c'est que dans certains cas, il y avait cette norme sociale exprimée par les pères et certaines mères, que les crèches c'est bien, mais que tant que l'enfant est allaité, donc environ c'est 1 an et demi, la meilleure garde d'enfant reste celle de la mère, donc et qu'il devrait être avec sa mère. Donc, dans les résultats qui sont les avantages perçus que nous on a retrouvés et qui quelque part corroborent un petit peu la littérature, il y a l'idée que les crèches permettent d'avoir accès à des emplois auxquels on n'aurait pas pu avoir accès autrement, notamment parce que les employeurs n'acceptent pas d'enfants ou parce que ce sont des emplois qui demandent un horaire fixe qu'on ne peut pas avoir quand on s'occupe des enfants. Donc pour vous donner un exemple de quand même l'impact important que peut avoir l'accès ou non à la crèche, Leïla, qui est secrétaire dans une agence, nous parlait du fait que si elle n'avait pas eu accès à la crèche pour s'occuper de son enfant de 2 ans, elle l'aurait envoyé au Togo, donc dans un autre pays, avec sa belle-mère pour qu'elle s'en occupe, pour pouvoir avoir accès à pouvoir garder son travail. Sheila, qui est elle tisseuse de pagne et qui a 4 enfants, elle explique comment elle a essayé, en ayant des enfants, en ayant un enfant, en le portant au dos toute la journée, de trouver un travail. Donc elle dit, après l'accouchement du petit frère d'Abdou, je l'ai porté au dos, je suis rentrée encore dans les cités pour chercher du travail, je suis allée dans un endroit et là-bas il m'a dit qu'il y a le nettoyage, mais comme j'ai un enfant en main, si pendant le nettoyage je glisse pour tomber, je ne pourrais pas me sauver et sauver l'enfant. C'est ce qu'on m'a dit là-bas aussi, que si je pouvais laisser l'enfant à quelqu'un d'autre à la maison et venir très tôt le matin pour travailler, mais j'ai dit que je n'avais personne à qui confier mon enfant pour venir travailler le matin très tôt. Et j'ai dit, madame, là où je suis arrêtée, si vous avez l'intention de m'embaucher, faites-le. Et c'est parce qu'elle a refusé en disant que c'est une femme sans enfant qu'elle a besoin. Et j'ai dit dans ce cas que Dieu lui donne une qui n'a pas d'enfant, car moi je ne vais pas abandonner mon enfant. Voilà, c'est juste pour illustrer le fait que ça conditionne de façon importante les opportunités qu'ils peuvent avoir. Les parents revenaient aussi sur le fait
qu'il y a un avantage éducatif important pour les enfants de la crèche, qui sont davantage éveillés, ça c'est un terme qui est revenu énormément, qui savent davantage lire, écrire, compter, parler, qui sont davantage... parce que sinon, en fait, les mères expliquaient que en fait, toute leur énergie, elle est consacrée à faire en sorte que les enfants soient en sécurité, qu'ils soient en sécurité, et qu'elles n'ont pas le temps de faire ce que la crèche fait au niveau des bénéfices éducatifs. Encore une fois, un petit bémol pour certains pères, et surtout ceux qui n'utilisent pas la crèche, ou parfois ils parlent de comment ils percevaient la crèche avant de l'utiliser. Il y a l'idée qui revient que les crèches sont souvent des endroits pour jouer et en fait pas des endroits où on apprend et on est éveillé. Et du coup, ça ne justifie pas d'investir financièrement pour y envoyer ses enfants. Donc maintenant, ce que je veux montrer, c'est donc là, j'ai parlé effectivement des avantages perçus et je voudrais maintenant insister sur ce que j'appelle en fait pas juste des avantages perçus, mais vraiment les conséquences matérielles et émotionnelles du statu quo, c'est-à-dire le fait, qu'est-ce qui sont les conséquences de ne pas avoir accès aux crèches pour ces femmes-là. Donc le premier et celle qui revient beaucoup, c'est la sécurité des enfants. Donc par exemple, il y avait des mères qui parlaient du fait que ne pas avoir accès à la garde d'enfants, ça veut dire amener son enfant dans des environnements de travail qui sont très difficiles, comme Diana qui travaille dans un dépotoir qui collecte des déchets et qui amène ses enfants de 4 et 2 ans et dont le petit doit souvent s'occuper celui de 4 ans doit s'occuper de celui de 2 ans pendant qu'elle travaille dans des environnements avec des déchets qui sont dangereux. Mais ce qui est pour nous le plus intéressant, c'était qu'on pouvait s'attendre à qu'il y ait des environnements de travail qui étaient dangereux, mais le fait aussi que les femmes parlent constamment du fait que même travailler de la maison, même leur environnement domestique, en fait, il ne constitue pas une forme de sécurité pour l'enfant et que de travailler de la maison, en fait, représente quand même une source de stress important et impacte négativement leurs enfants. Donc, comme je l'ai mentionné, il y avait cette mention par Thalys, mais par 3 autres femmes, d'incidents où les enfants se sont perdus. Et aussi les femmes et les pères revenaient beaucoup sur les caractéristiques dangereuses, et ça c'est important, sur la forme, parce qu'elles vivent dans un environnement urbain qui est très particulier, avec des caractéristiques particulières, des formes d'infrastructures particulières. Notamment, ce sont souvent des endroits inondables qui font que pendant la saison des pluies, il y a des bas-fonds qui se créent. Donc, il y avait eu plusieurs incidents de noyade qui avaient été mentionnés dans des enfants. Il y a des trous liés à des fosses septiques, il y a des routes évidemment avec des commerces très près et pas bien délimités. Et puis même le fait qu'il y a des manques de connexion au service public, par exemple le cas d'une noyade d'un enfant dans une citerne, une espèce de barrique qui servait à stocker l'eau dans une maison. Okay, donc je veux quand même insister sur le fait qu'il y a vraiment cette caractéristique de leur environnement domestique et urbain qui constitue pour les mères et les pères une très grande source de préoccupation. Et donc voilà que les crèches du coup sont toujours considérées aussi, pardon, je regarde, il me reste 5 minutes, les crèches sont aussi considérées comme étant plus sûres que de confier son enfant aux voisins, même si les voisins en fait sont dignes de confiance, puisque finalement c'est pas tant la personne, mais l'environnement urbain en lui-même qui représente un danger. Donc juste pour vous donner une idée, il y avait 135 verbatim qui sont revenus à travers ces 98 documents sur ça, donc c'est quand même quelque chose d'important. Je vous en donne 2 ici très rapidement. Quelqu'un qui parle quand elle laisse son enfant à une voisine, qui dit toi aussi tu es pressé que le travail se finisse vite pour que tu reviennes, parce qu'on peut croire qu'ils sont à la maison en train de s'amuser alors qu'ils ne le sont pas. Si la personne a un téléphone, tu vas appeler, demander voir comment va l'enfant, mais si elle n'en a pas, tu es obligé de faire ce qu'il y a à faire avant de revenir. Donc ça montre comment en fait les mères doivent faire leur travail, ça conditionne en fait comment elles peuvent travailler, combien elles peuvent travailler, combien elles peuvent gagner. Et la deuxième citation, verbatim, je vous le mets puisque c'est là dont est extrait le titre de cette présentation. Nathalie a dit au contraire, quand mon enfant est à la crèche, le cœur ne se salit pas parce qu'on connaît l'endroit où il se trouve. Donc cette idée que notre cœur est tranquille. La deuxième conséquence du statu quo sur laquelle je voudrais insister, c'est cette idée que les mères et les pères parlaient beaucoup du fait que de travailler avec son enfant, ça a des conséquences sur la santé physique des mères et des enfants très importantes. Par exemple, Pia, qui est nettoyeuse et qui a 2 enfants, elle contraste la situation avec son premier enfant quand elle n'avait pas accès à la crèche et avec son deuxième enfant qui est maintenant à la crèche. Je ne lirai pas tout, mais elle dit à l'époque de son frère, il n'y avait pas de crèche mobile, je souffrais, je portais mon fils toute la journée sur le dos jusqu'à atteindre 3-4 ans. Il était toujours sur mon dos. Parfois, je cherchais un chapeau ou un tissu pour le couvrir du soleil et il me disait parfois, maman, le soleil est trop fort. Par la grâce de Dieu, il a eu l'âge d'aller à l'école, je l'ai amené à l'école et profité pour pouvoir me reposer. Mais elle dit avec son petit frère, depuis que la crèche mobile est ouverte, je n'ai jamais pris l'enfant pour le porter au dos. Quand je me lève, je lave et je le dépose pour aller tourner toute seule dans Ouagadougou. Okay, donc ça vous donne une idée que ces enfants, ce n'est pas des enfants qui sont gardés au dos que jusqu'à ce qu'ils ont 1 an, mais parfois 3-4 ans, les mamans sont encore en train de les porter au dos.
Voilà, donc Natalia, qui est nettoyeuse, elle disait effectivement qu'avant d'utiliser la crèche en 2009, son corps lui faisait mal partout, dans la poitrine. Elle parlait aussi beaucoup de la souffrance de son enfant qui était porté au dos, des pieds, en fait, des enfants qui deviennent trop grands et qui, du coup, en fait, ça leur déforme les pieds, ça leur fait mal, et c'est une complainte qui revenait beaucoup. Et pourtant, Natalia, elle n'était pas certaine de pouvoir réinscrire son enfant à la crèche la saison prochaine. Diana, son enfant avait une maladie de peau qu'elle imputait aussi à l'environnement de travail au dépotoir où elle travaillait. Et inversement, les crèches sont considérées comme propices à la santé des enfants puisqu'ils permettent d'avoir accès à une bonne alimentation. On leur donne à manger là-bas, de passer la journée dans une infrastructure confortable, de leur enseigner ou de leur demander d'avoir des pratiques d'hygiène comme se laver les mains. Donc ça, pareil, ça représente un nombre important de verbatim. Et les dernières conséquences du statu quo que je voulais détailler, c'est la fatigue mentale et les répercussions économiques dues aux interruptions liées à la garde d'enfants. Donc, comme je l'ai dit avec Thalys, le travail des femmes est constamment interrompu quand les enfants sont présents. Les femmes s'arrêtent pour prendre soin des enfants, que ce soit pour s'assurer de leur sécurité, les nourrir, gérer des disputes. Je vous ai donné l'exemple de Thalys, mais je voulais vous donner l'exemple de Marie, qui est une vendeuse au marché, qui a 4 enfants, et qui allait au marché avec ses enfants, et qui a, dans l'observation qu'on a pu en faire, a passé la journée à soit s'occuper du petit qui se disputait, qui allait voir d'autres stands, qui perdait des jouets, l'avant-dernier qui avait 4 ans, ou soit à s'occuper de celui de 7 mois, qui avait besoin d'être allaité, qui avait besoin d'être changé, qui avait besoin d'être mis au lit, etc. Donc certaines femmes, qu'est-ce qu'elles font? C'est pour compenser en fait ces interruptions, elles travaillent plus longtemps, plus tard, pour mitiger les conséquences économiques que ça peut avoir. Donc par exemple, Agathe, qui est vendeuse de savon à crédit et vendeuse ambulante, elle passe la journée avec sa fille, donc elle doit s'interrompre très souvent sur sa moto, et du coup elle travaille tard le soir après le dîner pour compenser. Et donc c'est particulièrement important ces interruptions, évidemment, c'est pour des femmes qui travaillent de façon indépendante, qui ne sont pas salariées, et il y a une littérature économique qui parle de cette idée du baby profit gap, que quand on n'a pas accès à la garde d'enfants, on gagne du coup moins d'argent. Voilà, ça représente une partie importante aussi de verbatim. Donc je voudrais juste conclure avec cette diapositive, que du coup ce que notre recherche montre, c'est que les crèches pourraient être une voie prometteuse pour permettre aux femmes de gérer la double demande de travail et de garde d'enfants et améliorer leur bien-être, puisqu'ils ne semblent pas avoir, comme on pourrait l'avoir parfois dans l'idée qu'il y a des normes sociales qui sont vraiment contre cette façon de s'occuper des enfants. Ça ne correspondrait pas à des normes de bonne parentalité dans certains contextes, ce n'est pas ce qu'on retrouve, mais qu'il faut adapter les interventions aux compréhensions, évidemment dans le contexte notamment autour du rôle par exemple de la mère pendant la première année de vie de l'enfant. Et puis aussi, nous, on se questionne sur le fait que de nombreuses familles ont quand même cessé d'utiliser les crèches depuis la fin du projet de travaux publics. Pourquoi? Et du coup, comment rendre la crèche plus accessible, faisable? Puisque les frais de crèche sont perçus à la fois comme équitables. Les parents et les mères disaient souvent « oui, les frais de crèche, ils ne sont pas très chers, c'est normal, c'est juste pour tout ce qu'on nous donne, l'alimentation, nanana ». Et pourtant, c'est constamment aussi mentionné comme un obstacle dû à la volatilité des revenus et au fait que, voilà. Donc, on va, comme je vous l'avais dit, continuer cette comparaison entre des familles qui auraient arrêté d'utiliser la crèche et les nouvelles familles pour comprendre ce qui les différencie au niveau du type de travail, etc. Et une fois qu'on aura fait ces compréhensions et ces analyses plus fines, on espère aussi on va organiser des restitutions à venir avec différentes parties prenantes au Burkina Faso et ailleurs. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute.